Professeur Florimond Mouteba est avec moi. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en un mois, je dirais. Oui, en un mois, on est passé pratiquement, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Alors, vous êtes le président de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Oui. Vous avez sorti deux communiqués, je les disais à l'entame de cette émission. Dans le premier, vous avez dit non au dialogue de la honte, dialogue de la capitulation et de la trahison. Et le deuxième communiqué, c'était intitulé « Assassinat de l'artiste Delphin Katembo, alias Idengo, grand activiste pro-démocratie ». Vous avez été virulent dans ces deux communiqués. Vous en êtes pris notamment à l'Église catholique, à l'Église protestante et au président de la République. Les Congolais sont impatients de pouvoir découvrir le fond de votre pensée. Pourquoi vous ne voulez pas du dialogue? Ah, ça c'est vraiment une excellente question. D'abord, regardons autour de nous, avant de parler du dialogue. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, d'abord nous avons un lourd passif de plus de 12 millions de Congolais assassinés, ce que nous appelons le génocide. Mais alors vous voyez des villages incendiés, nous voyons des mamans qui pleurent, nous voyons les enfants dans des camps de réfugiés, nous voyons les terres de nos ancêtres qu'elles ont cultivées, foulées, elles sont foulées aujourd'hui par les envahisseurs, et ils veulent que nous puissions négocier. Mais même, est-ce que c'est un dialogue entre des Congolais? Parce que j'ai suivi le président Lorenzo, qui parle des dialogues qu'il y a eu entre eux en Angola. Mais c'était des Angolais entre eux. Les docteurs Savimbi et son armée, ce sont des, ce sont des Angolais. Le dialogue à New York? Non, non, je parle du dialogue à l'époque du président Neto. Lorsque les Angolais qui étaient en guerre, vous savez, ils ont connu une grande guerre. La guerre civile, oui, avec l'UNITA et tout ça. L'UNITA, le MPLA de Lorenzo, et d'autres partis avec M. Roberto Orlan, ainsi de suite. Mais c'était une guerre entre Angolais. Angolais contre... D'abord, elle a commencé contre les Portugais, qui étaient les colonisateurs, et ensuite entre eux. Ce n'était pas une guerre entre le gouvernement de l'époque angolais. Mais que ce soit l'UNITA, que ce soit le MPLA, ils avaient des soutiens extérieurs aussi. Oui, mais regardez-moi. Qui est entré à Goma? C'est 4000 hommes provenant de l'armée rwandaise. Ce n'est pas des Congolais. Ceux qui ont pris Goma et qui aujourd'hui sont déjà à Bukavu, c'est 4000 hommes qui sont entrés pour pouvoir donc prendre possession du territoire congolais. Mais que va-t-on négocier avec, disons, un ennemi comme ça, un pays étranger qui vient de notre territoire? D'ailleurs, Kagame et ses supplétifs ont toujours parlé de récupérer des terres qui leur appartiendraient selon l'histoire, etc., etc. Et vous pensez qu'ayant pris Goma de cette manière-là, vous avez vu plus de 3000 morts, les sangs partout, etc. Et étant allé à Bukavu, évidemment, là, c'était une marche... Professeur, je reste dans votre raisonnement parce que je veux bien le comprendre. Même en Angola, les troupes étrangères se retrouvaient aussi sur le terrain. Ils faisaient des incursions aussi. Mais attendez, je voulais vous rappeler ceci. Le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, c'était un parti révolutionnaire. C'était un parti avec des personnes formées au marxisme et avec le peuple angolais. Ce n'était pas des Tutsis qui sont venus du Rwanda, des soldats rwandais, pour venir faire semblant d'être donc les M23. Non, non, non. Là-bas, il s'agissait vraiment des gens formés. C'est vraiment une armée de libération nationale, l'MPLA. Vous comprenez? Maintenant, qu'elle soit accompagnée par les Cubains ou par les Russes, etc., peu importe, la base du MPLA était nationale, était angolaise. Est-ce que c'est la même chose avec l'M23? Non.
Donc le M23 est composé essentiellement des troupes rwandaises. Des troupes rwandaises. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce que là, vous êtes dans la même posture que le chef de l'État, la même posture que Mouzé Laurent Désiré Kabila. À l'époque, il disait ce sont les Rwandais qui sont là. Plutôt Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est qu'il a tenu presque le même discours que Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, on ne va jamais négocier avec l'M23, on doit négocier avec le Rwanda. Mais ces discours ne passent pas, ça fait des mois que ça ne passe pas. Mais, même avec les Rwandais, qu'est-ce que vous négociez avec un pays dominant qui a gagné la guerre? C'est quoi? Votre esclavage, non? Vous négociez l'esclavage avec eux. Qu'est-ce que vous allez négocier avec un violeur, hein? Qu'est-ce que vous négociez avec ces gens-là? Et donc, vous comprenez que un assassin, vous négociez avec un assassin, vous négociez quoi? Votre mort. C'est ça. Qu'est-ce que nous allons négocier avec le Rwanda? Alors, et donc, oui. Vous avez dit non au dialogue. Ouais. Le dialogue, pas de dialogue avec le M23. Ouais. Pas de dialogue avec Paul Kagame. Ouais. Et à la place, vous avez lancé un appel à la résistance patriotique et à un sursaut national et à une alliance stratégique entre la société civile et les autres couches de la population. Et l'armée. L'armée. Et l'armée. Ça servira à quoi? C'est ça votre solution? C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Oui. Au moment où je parle avec vous, là, moi, je lance un appel au commandement militaire pour que je puisse les rencontrer. Parce que ce que j'ai à dire, c'est difficile que je le dise publiquement ici. Qu'ils m'écoutent, que je puisse leur proposer des stratégies. Je me demande bien, vous avez été illuminé par quoi comme ça, en ayant des stratégies que vous seul détenez? Vous savez, bon, c'est vrai qu'on m'a vu dans la société civile, comment dirais-je, ces dernières années, mais mon combat a démarré il y a très très longtemps. J'ai combattu la dictature du maréchal Mobutu. J'ai été arrêté par Mobutu, j'étais étudiant en Europe. Quand je suis arrivé, Mobutu m'a arrêté donc en octobre 81. J'ai fait 2 ans dans les prisons de haute sécurité ici. Donc je suis mêlé à la libération nationale depuis très longtemps. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'avais 29 ans, j'ai adhéré au Parti communiste français. J'ai beaucoup travaillé avec les partis socialistes belges à l'époque, et surtout les PTB, les partis des travailleurs de Belgique, donc, qui sont des organisations de gauche. Et donc, j'ai vraiment suivi différentes guerres de libération victorieuses. Prenons par exemple le Vietnam. Le Vietnam a réussi à vaincre les Américains. De quelle manière? Par des guérillas? Exactement. Vous avez cité vous-même le mot. Il nous reste ici à faire quoi? Il nous reste que la changer. Guérilla. Oui, nous devons, parce que la guerre classique ne marche pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la mauvaise gouvernance chez nous, des militaires non encadrés, même les Maïmaï qui pouvaient être le noyau de cette guérilla délaissés, etc. Ils sont dans les Ouazalendo, certains? Les Ouazalendo. C'est pour cela que moi, j'aimerais, pas ici, mais j'aimerais avoir une discussion parce que j'ai suivi la libération de l'Algérie. À l'époque, j'avais 12 ans, etc. Mais l'Algérie a vaincu la France grâce à quoi? Avec les France Fanon et autres, la guérilla. Est-ce que vous vous rendez compte des choses que vous dites des fois? Oui, je me rends compte, parce que vous qui m'interrogez, je considère que la guerre à Goma n'est pas finie. La guerre à Goma doit être poursuivie avec les guerrieros Ouazalendo en plein Goma. Ça veut dire quoi? Quand ils pensent qu'ils ont fait une avancée, on s'occupe d'eux. Je ne voudrais pas citer des mots durs ici de ce qu'il faut faire. Parce que c'est stratégique d'après vous. Mais je pense qu'il faut Comment on arrive à faire des guérillas notamment à distance pour des gens qui se retrouvent dans des régions sous occupation notamment? Comment on fait pour les former à faire des guérillas? Non, mais écoute, on peut faire appel même à des cadres des pays révolutionnaires, des pays comme Cuba, ou voire même avec les Burkinabés, ou avec... il y a pas mal de pays qui ont, qui ont vaincu, les Nicaragua, il y en a qui ont vaincu, et surtout le Vietnam. Le Vietnam a vaincu les Américains avec la guérilla. Donc, les Indiens aussi. Mais oui, voilà mon cher Gaëtan, voilà qu'on y est. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je répète encore, je veux rencontrer
notre armée et discuter avec eux. Hein? Parce qu'on a vu des grandes puissances mordre de la poussière. La France aussi. Hein? Donc on a vu ces gens-là mordre de la poussière. Mais comment? Parce que vous ne pouvez pas vous mettre en position d'une guerre classique, n'est-ce pas? Avec, par exemple, des militaires rwandais très expérimentés, avec des armes sophistiquées, etc., etc. Si vous vous mettez en face d'eux, c'est la fin. Par contre, si vous leur faites une guerre d'usure, longue, comme disait Mouzé, la guerre sera longue et populaire. Vous avez vu à Kinshasa comment on a défenestré le Rwandais, non? Vous vous rappelez, à l'époque de Mouzé? On a vu comment la population s'est organisée pour empêcher l'occupation de Kinshasa par c'était l'RCD. Contre Mouzé, là, c'était l'RCD, je crois. Ouais, vous avez vu ce qui s'est passé? Même quand on les a chassés d'ici, j'ai dit qu'il ne reste que la guerre populaire. C'est-à-dire que la population sait que l'armée, c'est toute la population, dans des conditions de gomme et autres. C'est toute la population, mais avec quelques élites, des troupes d'élite qu'on peut former avec les Wazalendo ou avec les FARDC actuels. Mais c'est pour ça que je dis, moi je veux discuter avec l'armée. Il faut Professeur, parler des guérillas actuellement n'est pas une forme de capitulation aussi? Non, non, parce que capitulation c'est dialoguer. Ah bon? Oui, mais c'est ça, dialoguer c'est capituler. Vous allez dialoguer avec votre assassin. Vous dialoguez. Vous dialoguez avec votre assassin. Vous dialoguez avec votre mort. Vous voyez ce qui se passe en ce moment où nous parlons. Bukavu est occupé. Pendant que Bukavu est occupé, nos évêques là sont en train de discuter avec... Je ne préfère pas que vous les dites à la télévision. Nous attendons encore que cela soit confirmé. Donc ces propos ne sont pas tenus, ces propos sont retirés par moi, qui est la police du débat. Je veux dire, prenons-les comme à vérifier. Ouais. Voilà. Alors, il y a une chose que je n'arrive pas non plus à comprendre. Vous dites que le président de la République doit libérer la RDC. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Parce que c'est lui la base. C'est lui le problème. Pourquoi? Vous savez que 3,8 milliards ont été donnés à l'armée en 2 ans pour organiser la guerre à l'Est. Où sont partis ces millions? Ces milliards? Mal gérés, détournés, pillés. Alors qu'on aurait pu former très bien, même ce que je parle de la guerre des guérillas, on pouvait avoir des troupes spécialisées qu'on allait former à côté de l'armée normale, hein, mais il faut des moyens pour ça. Comment voulez-vous que les Wazalendo résistent sans moyens? Vous savez qu'il y a des Congolais, une élite congolaise, qui envoie aux Wazalendo des moyens. Moi, ici, j'ai envoyé de l'argent à certains donc, militaires. Donc les Wazalendo qui sont là-bas, que je connais personnellement, qui sont en contact avec moi tout le temps. Mais quand j'avais $300, je leur envoyais. Vous envoyez de l'argent à vos petits, mais je ne sais pas. Oui, mais c'est pour dire ceci. C'est pour dire que pourquoi, par exemple, nous n'avons pas organisé une grande collecte nationale au Congo pour soutenir les Wazalendo? Pourquoi on ne l'a pas fait? On a organisé des cultes, des prières dans les cultes églises, des prières, la prière. Les offrandes ont été collectées pour être envoyées dans l'est du pays. Combien on a fait? Est-ce qu'on a fait un effort, par exemple, de récolter par mois $1 million envoyés aux Wazalendo? On ne l'a pas fait. Nous sommes des inconscients. Nous sommes des inconscients. Sinon, ces enfants-là, qui, eux, ont à cœur le Congo, sont les seuls sur lesquels aujourd'hui on peut compter. Parce qu'ils sont encore disponibles. Ils sont disponibles. Où sont partis les 3,8 milliards? Demandons au président qu'il nous dise. Donc il est à la base. La mauvaise gouvernance là, que nous avons dénoncée ici, nous avons perdu dès lors. Imaginez-vous par exemple les 80 millions détournés par les Kazadi et autres. Ça aurait été donné aux Mazalendo et à l'armée. Vous savez que ces gens-là... Vous ne lâchez pas Kazadi, hein? Non, bon, allez, mais il fait partie de la mauvaise gouvernance. Alors, vous voyez que des jeunes reçoivent un pain sec, une boîte de sardines,
Non, il mange s'il vous plaît, professeur, c'est pas le moment de tenir ces genres de discours. Ça ne va pas dans le sens de motiver qui que ce soit. Je ne vous autorise pas de pouvoir poursuivre. Alors, je voudrais, avant que l'on voit, il y a une photo. Il y a une photo qu'on va voir tout à l'heure là. Je voudrais un peu savoir. Il y a des gens qui disent, professeur Mouteba, c'est le président de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Mais qu'est-ce qu'il a à parler politique pendant la guerre? Non. Oui, ça c'est ce que les gens disent, j'entends ça souvent. Hein. Mais pendant la guerre, nous cessons d'être ce que nous sommes. Nous devenons tous des militaires. Nous devenons tous des acteurs. Des acteurs pour la sécurité, pour la politique. Nous devenons tous à mesure de donner des idées, des bonnes idées qui peuvent permettre que nous puissions sortir de l'occupation. Donc, vous croyez que quand les Mitterrand sont entrés dans la résistance, il était un avocat. Ils sont entrés dans la résistance à l'époque où le maréchal Pétain est devenu le grand collaborateur d'Hitler et de l'Allemagne nazie. Mais les gens ont abandonné leurs métiers habituels, leurs activités actuelles, pour s'impliquer dans la guerre. Quelles dépenses allons-nous surveiller avec un Congo occupé par le Rwanda? Quelles dépenses? Nous serons obligés d'aller en exil. Alors, donc maintenant là, personne ne peut venir me dire les dépenses publiques. D'accord, les dépenses publiques, j'en parle toujours. Je viens de parler des détournements qui ont été faits. Je viens de parler de tout cela maintenant. Maintenant, ce que nous avons, c'est nous avons besoin de survie. Notre pays doit se libérer. Il doit être libéré de l'occupation. N'importe quel patriote, n'importe quel nationaliste qui ne peut pas en parler, un intellectuel de plus, une élite. Alors ça, c'est vraiment... C'est de la complicité alors, ok. Vous parlez en tant que patriote, je comprends bien. Exactement. Mais vous comparez le cardinal Ambongo au maréchal Pétain. Mais c'est le maréchal Pétain qui avait décidé de collaborer avec Hitler. Par contre, à l'encontre de lui, Charles de Gaulle, à partir de Londres, a proclamé la résistance. Et c'est finalement lui qui a été vainqueur. Mais le maréchal Pétain était un collabo. C'était un collabo d'Hitler. Tout le monde entier, l'histoire le dit. Alors, que font, dans le même genre, une élite religieuse qui va, comme ça, donner la main? Vous voyez la photo, non? On va voir la photo, mais vous êtes comme général de Gaulle, on dirait. Non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Vous appelez à la résistance. Alors, on va afficher la photo, professeur. Je vous laisse peut-être 30 secondes à nous tous ici de regarder la photo. Et je vais poser la question au professeur Florent Mouteba. Une seule et petite question, professeur. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette photo, quand vous la regardez? Bon, la nausée. Ça m'inspire la nausée. Comment ce monsieur-là, qui est en train de prendre maintenant Bukavu, qui vient de prendre Goma, s'il vous plaît, professeur. Comment des Congolais peuvent être vraiment à ses côtés, comme ça, là? Vous voyez, j'ai même entendu l'abbé Kanda. L'abbé Kanda. Mais j'aimerais préciser que Bukavu n'est pas pris. Je voulais préciser que Bukavu n'est pas pris, s'il vous plaît, professeur. Non, attendez, nous allons... Ça, c'est un autre débat, mais Bukavu n'est pas pris. C'est notre débat, nous allons vérifier tout ça. Mais nous avons des photos qui sont arrivées de... Oui, en tant que journaliste, Bukavu n'est pas pris. Allez-y. D'accord. Mais vous voyez ça. Vous voyez ça. C'est comme Pétain à côté d'Hitler, quoi. C'est ça. Les représentants du maréchal Pétain viennent rencontrer les Hitler africains, qui est en train de... comme l'Hitler voulait aussi à l'époque, aller envahir la France, envahir l'Angleterre, la Russie, etc. C'était ça. Professeur. Et donc c'est ça que ça m'inspire, c'est vraiment Hitler et les représentants du maréchal Pétain. C'est ça. Votre contrariété est poussée telle que vous avez décidé, vous avez annoncé que vous quittez l'Église catholique. Vous revenez aux racines originaires de Jésus-Christ dans le judaïsme. Ouais. Mais je veux vous dire... Moi, je pensais que c'était juste sous la colère que vous avez fait ça. Non, ce n'est pas sous la colère. Je vous dis pourquoi. Vraiment. Je le pense vraiment. Vous savez, moi, je suis un chrétien de base. Ma paroisse, c'est la paroisse Sainte-Rita, à Mungafula. Et je peux vous dire, ce que je voulais garder secret, je suis obligé de le dire. Avant de le dire, non, c'est un acte chrétien. Un acte chrétien. Ok, allez-y, professeur. J'ai fait restaurer la grotte de Marie à la paroisse Sainte-Rita. J'ai prié là aussi. En y mettant du marbre, tout. Vraiment, c'est pourquoi. C'était pour clamer à la face du monde que moi, je suis chrétien, j'aime Jésus, j'aime sa maman, que je considère comme la mienne, et j'aime le Père éternel,
Alors pour cela, je prends de mon argent personnel, n'est-ce pas, et j'offre à ma paroisse, c'était à la veille du mois de Marie. Vous pouvez aller voir, appeler je peux vous donner le numéro de mon curé. Donc je suis un chrétien de base. Et je n'ai jamais clamé ça. Vous savez, c'est il y a plus d'un an. Hein. Le curé doit être en larmes maintenant. Peut-être. Mais c'est pour vous dire que quand je prends une telle décision, vraiment j'ai été très, très touché. J'ai été ulcéré de voir cet acte-là. Je ne dis pas que demain je ne peux pas y revenir. On verra comment les choses vont évoluer. Mais je suis un chrétien de base. Tu vois? Il y en a comme, vous savez, cette grotte, on dit qu'elle est la deuxième donc en RDC, après celle de la paroisse d'Ambongo là. Saint-Raphaël non, pas Saint-Raphaël, mais la grande paroisse de sur 24 novembre. Notre-Dame du Congo. Notre-Dame. Oui. Mais c'est vraiment très beau. J'ai mis les moyens. Je vous dis, il y a du marbre partout. Alors maintenant que je puisse quitter l'église catholique, les gens doivent se dire que ce monsieur, il a été vraiment touché. J'ai été vraiment dégoûté de voir ça. Comment on va aller faire allégeance à Kagame, comme ça? Non, ici, il a pris 4000 militaires. 4000, ils ont marché sur Goma. Professeur, c'est un peu dans la culture politique de voir l'Église catholique s'immiscer lorsqu'il y a des crises. Dans quel pays? On a connu ça dans la culture politique congolaise. Oui, mais qu'est-ce que ça a donné? À la CNS, plusieurs dialogues, le dialogue du centre interdiocésain. Très bien, très bien. Oui. Mais regardez, les dialogues intercongolais, même lui-même là, il a donné quoi? Après ça, nous avons eu les dialogues là, il nous a produit Badibanga. L'autre nous a produit Tchibala, etc. Ça a donné quel résultat aujourd'hui? Quel résultat? Une alternance dans la corruption, la tricherie la plus totale. Vous savez ce qui s'est passé avec Kabila, les Nangala, c'est lui qui a installé Félix. Dans quelles conditions? Vous le savez. Moi, je ne dis rien qui n'est pas... Hein. C'est dans ces conditions-là que les dialogues nous ont menés. Et vous pensez que celui-ci va nous mener où? Ils sont déjà tous prêts. Parmi ceux qui ont... Je ne vais pas quand même citer les noms des gens quand même. Mais ceux qui ont déjà été reçus par ces prêtres-là et qui ont accepté, ils viennent faire quoi? Un partage de pouvoir. Devenir ministre. On parle même il y a un qui doit devenir Premier ministre parce que lui n'a jamais occupé de fonctions politiques, etc. Vous voyez l'objectif du dialogue. C'est ça. Maintenant, ils ont eu combien d'argent de Kagame pour faire tout ça? Ah non. Vous allez dire encore, ils ont eu l'argent de combien de Kagame lors de la CNS, de combien de Kagame lors de tous les autres même lors de la dialogues, CNS, la CNS, vous savez comment elle s'est terminée? La SENCO est autonome. Allez, la CNS, ça s'est terminé comment? Parce ça s'est terminé avec un échec. Etienne Tshisekedi qui était élu, allez, les prêtres toujours là, nous ont proposé la troisième voie, avec l'appui de Mobutu. Vous voyez, donc ces prêtres-là doivent rester à l'église, dans les paroisses, écouter la confession, faire de bonnes œuvres, mais ils ne doivent pas se mêler à la politique. La politique, pour faire la politique, il faut l'apprendre. On ne reste pas beaucoup de temps. Ouais. Non seulement que vous quittez l'église catholique, vous appelez aussi les autres catholiques à pouvoir vous rejoindre. Vous n'êtes pas subversif maintenant comme ça, professeur? Mais rejoindre en quittant l'église, oui. Mais je n'ai pas dit qu'il allait casser les églises. Non. J'ai dit, ils peuvent me rejoindre dans le fait que je suis déçu de notre direction actuelle de l'église. Je suis vraiment déçu. Vous savez ce que le pape François a dit quand il était venu? Il a dit que ceux qui ont la main sur le Congo la lèvent. J'ai dit ça au cardinal. Je le renvoie au pape François. Ça, c'est spirituel peut-être. Non, la main, il ne s'agissait pas de la main, c'est de la main sur les ressources de la RDC. Le pape François, vous vous rappelez? Oui. Ah ben voilà. Mais je le renvoie au pape François comme référence. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est ça que le pape François a recommandé? Alors, pour terminer, je disais que vous aviez sorti un deuxième communiqué où vous parliez, vous avez évoqué le cas de vous avez dit assassinat de l'artiste Delphin Katembo, grand activiste pro-démocratie. Un mot sur ce meurtre avant de nous séparer. Tristesse totale. Tristesse totale parce que nous sommes comme leurs parents. On est comme leurs parents. Nous avons besoin d'une relève. Et lui,
était parmi les meilleurs. Parce que c'était un véritable militant pro-démocratie à travers ses chansons. Les tuer, pendant même que les autres là sont à Kigali, tu le sais maintenant, hein, c'est hier hein, qu'on l'a tué. Ouais. Pendant qu'ils sont là-bas en train de négocier avec ces assassins. Ouais, donc vraiment, j'étais trop... je suis toujours vraiment... j'ai la chair de poule, quoi, tu vois. J'ai les larmes aux yeux, parce que c'est un enfant de 27 ans. 27 ans. Souvent, quand on me dit, moi, mais tu n'as pas peur, etc. Moi, je vais avoir 75 ans au mois de juin. Je vais avoir peur pendant que mon fils de 27 ans meurt comme ça. Ces gens-là, vraiment, c'est... Wow. Allez, ils sont pas sérieux. On sent un patriote parler, en tout cas. Merci, ouais. Monsieur le professeur. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. J'espère que vous serez entendu. Et je précise que vos propos n'engagent que vous. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais. Alors, peut-être un dernier recadrage. Bukavu n'est pas tombé, ce n'est pas sorti de Télé 50, c'est le professeur qui l'a dit, mais nous, nous avons pris le soin de pouvoir le recadrer. On va parler encore une fois du décès ou du meurtre de Delphin Katemo, cette fois avec un grand artiste congolais qui fait de la musique engagée aussi, King Alech. Il est avec nous, vous allez le voir tout à l'heure.